Imaginons ce son métallique très régulier d'un démarreur de voiture qui tourne dans le vide. Le moteur tousse presque. Ouais, on sent vraiment qu'il veut se lancer. Exactement. Mais il refuse obstinément de prendre vie. Et là, on est dans un garage face à une Volkswagen Caddy de 2015 avec un moteur 1.6 TDI. Et sur le papier, absolument tout est réuni pour que cette machine fonctionne. C'est ça, la batterie est chargée à bloc et le démarreur fait son travail de manière impeccable. Et surtout, le détail qui tue, c'est que sur le tableau de bord, l'aiguille de la jauge de carburant pointe fièrement vers la droite. Le réservoir contient du diesel. Pourtant, le silence retombe à chaque fois qu'on lâche la clé. Ah bah ça, c'est le cauchemar absolu pour n'importe quel mécanicien, même les plus expérimentés. Parce que face à un moteur à combustion qui démarre pas, la procédure est normalement super logique. Oui, on cherche toujours la même chose en fait. Voilà, on vérifie 3 choses de base. Le carburant, la compression, ou la bonne pression, et la synchronisation, le calage quoi. La physique est stricte à ce sujet. Si ces 3 conditions sont remplies, l'explosion a lieu et le moteur tourne. Sauf que la mécanique moderne, elle est plus seulement régie par la physique pure. Elle est dictée par des algorithmes, par des capteurs. Et dans le cas de cette vidéo de la chaîne Ben Vérifie le moteur qu'on décortique aujourd'hui, l'interface numérique a créé un écran de fumée complètement fou. C'est vraiment l'histoire de techniciens hyper compétents qui cherchent leurs lunettes alors qu'elles sont sur leur nez. Il faut regarder l'historique de cette voiture avant même qu'elle n'arrive dans ce garage précis. Ah oui, parce qu'elle a un vrai passif. Les mécaniciens précédents se sont littéralement acharnés dessus. C'est clair. Ils ont actionné le démarreur tellement de fois qu'ils ont fini par vider complètement la batterie. Il a fallu la brancher sur secteur juste pour reprendre le diagnostic. Et ça, c'est pas de l'incompétence de leur part, hein. C'est un symptôme. Ils étaient persuadés que le moteur allait partir, parce que l'écran devant eux leur disait que les conditions étaient bonnes. C'est l'illusion parfaite du tableau de bord. La jauge dit qu'il y a du carburant. ولاش الغازوال يتموت كاش غازوال بالكونتاكت صاحبي Le démarreur tourne, donc le cerveau humain se dit « insiste, ça va passer ». Exactement. Donc la nouvelle équipe reprend le flambeau. Ils utilisent l'artillerie lourde et branchent le scanner OBD, l'outil de diagnostic, directement sur le cerveau de la voiture. يقرقب خاوي هاي ولي قويت على المازوت في الطابلو تخدم عادي تبين باللي معمره. Le CU, voilà. Et là, l'ordinateur recrache une info très précise. Il signale une pression minimale et pointe direct vers une anomalie critique dans le système d'injection de gasoil. Ouais, les données en temps réel sont formelles. L'ordinateur central confirme que le vilebrequin tourne à la bonne vitesse. Il est même prêt à ordonner l'injection. Donc, techniquement, il veut démarrer. Tout à fait. Mais le capteur situé sur la rampe d'injection bloque tout. Il indique que la pression du carburant est drastiquement trop basse. Et sans cette pression, c'est mort. L'ordinateur refuse catégoriquement d'ouvrir les injecteurs. C'est une situation tellement absurde quand on y pense. C'est totalement contradictoire. Ouais. Ça me fait penser à un patient dans une chambre d'hôpital. Le moniteur cardiaque indique un encéphalogramme plat. Il y a une alarme qui hurle, à l'arrêt cardiaque. Et on regarde le patient et il a les yeux ouverts. Voilà, il respire et son dossier médical affirme qu'il pète la forme. Sous le capot de cette Caddy, l'ordinateur hurle que les artères du moteur sont vides de pression, mais la jauge sur le tableau de bord jure que le réservoir est plein. Et en psychologie cognitive, tu sais, ça porte un nom, ça. C'est le biais d'automatisation. On le voit souvent dans l'aviation ou la médecine. C'est cette tendance à faire une confiance aveugle au système automatisé, c'est ça ? Même quand ces systèmes contredisent des informations physiques évidentes. Face à cette contradiction entre la jauge et la pression, le technicien va instinctivement faire confiance à la donnée qui lui semble la plus fondamentale. C'est-à-dire que le réservoir est plein, puisqu'on le voit écrit en gros. Voilà, on écarte direct l'idée d'une panne sèche. Et on se lance dans une immense chasse aux sorcières concernant les composants de pression. D'accord, mais attends, la pression, elle se crée pas par magie. Si l'ordinateur signale une pression minimale, où est censée se trouver cette fameuse pression ? C'est un voyage en 2 étapes, une vraie course de relais. Tout commence à l'arrière du véhicule, à l'intérieur même du réservoir. Ok, on visualise. Là, immergé dans le gasoil, t'as une première pompe électrique. سيد شو سيد حبس ما طلعتش C'est elle qui gère le circuit basse pression. Son seul boulot, c'est d'aspirer le liquide et de le pousser dans les tuyaux sous la voiture jusqu'à l'avant. لا كونتاكت عاود دير عاود Elle fait le travail de force brute en gros, elle déplace la matière. C'est exactement ça. Et une fois à l'avant, dans le compartiment moteur, le relais passe à la star du système, la pompe haute pression. عاود دير يا صاحبي هيا حبس تحبس دروك غادي Qui elle n'est pas électrique, c'est bien ça ? Non, elle est purement mécanique. Elle est entraînée par la rotation du moteur lui-même. Elle prend le gasoil qui arrive à basse pression et elle va le compresser de manière extrême à l'intérieur d'un tube métallique très épais. روح هيا ضرب حبس كونتاكت La fameuse rame commune. Voilà. Et c'est cette rame qui sert de réserve sous très haute pression pour alimenter les injecteurs. نشوف لي قوي Mais ce qui m'intrigue, c'est ce niveau de pression minimale. Le scanner le signale en rouge. De quel ordre de grandeur on parle pour qu'un moteur comme ce 1.6 TDI accepte de démarrer ? Accroche-toi bien. Pour que le cerveau électronique autorise l'ouverture des injecteurs, il exige une pression d'environ 220 à 230 bars. Attends, 220 bars, c'est titanesque. Un pneu de voiture gonflé à bloc, c'est quoi, 2 ou 3 bars à peine ? C'est rien du tout à côté. 220 bars, c'est la pression qu'on subit à plus de 2000 mètres sous l'océan. Ah ouais, quand même. Et c'est vraiment indispensable pour que le moteur tourne ? C'est vital pour la physique de la combustion diesel. Le carburant ne doit pas simplement couler, il doit être pulvérisé à travers des trous microscopiques. Pour se transformer en brouillard, c'est ça ? Tout à fait, un brouillard extrêmement fin. Sans ces 220 bars, les gouttes de gasoil seraient trop grosses et elles s'enflammeraient pas au contact de l'air chaud. Et le cerveau électronique, il est binaire là-dessus. Complètement. S'il lit 180 bars, c'est insuffisant, il bloque tout. Il est pire qu'un videur de boîte de nuit ultra strict. Pas de
pression, pas d'entrée? Et le truc fou, c'est qu'il fait pareil si c'est trop haut. À 500 bars, il coupe direct pour éviter que la rampe en métal n'explose à la figure de tout le monde. D'accord. Donc si on revient à notre enquête dans le garage, le scanner dit qu'on n'a pas ces 220 bars. Logiquement, les mécaniciens commencent à dresser la liste des suspects. Et vu le prix des pièces d'un système à haute pression, la facture peut grimper très très vite. Quels sont les premiers suspects sur la liste? Le premier, c'est le capteur de pression lui-même, le messager. S'il déconne, il peut dire 0 bar alors que la pression est parfaite. Ensuite, il y a le régulateur de pression, j'imagine. La petite valve électromagnétique, Ouais, censé maintenir ses 220 bars. Si elle reste coincée ouverte, toute la pression retourne au réservoir. comme si on essayait de gonfler un pneu troué en fait. C'est ça. Après, on peut soupçonner le filtre à carburant. S'il est gorgé d'impuretés, le liquide passe plus. واقلع كونتاكت سيد شو Ou pire, la pompe haute pression en elle-même. Si ses composants internes sont usés, elle perd toute sa capacité à compresser. Et on n'oublie pas les injecteurs. S'ils restent bloqués en position ouverte, ils font chuter toute la pression globale. Bref, on parle de composants qui coûtent des centaines, voire des milliers d'euros. Les techniciens doivent être en train de s'arracher les cheveux. Ils naviguent dans des menus hyper complexes sur leurs écrans tactiles, ils analysent des courbes dans tous les sens. Ils envisagent vraiment des remplacements lourds. Et c'est là, à ce moment précis de l'investigation, qu'on a le grand retournement de situation. La fameuse révélation. On quitte enfin le monde numérique pour retourner à la physique la plus rudimentaire. La vidéo capture ce moment de manière brillante d'ailleurs. Raconte-nous, parce que c'est visuellement génial. En gros, un des techniciens décide de laisser le scanner de côté. Il s'allonge carrément sous la partie arrière de la Volkswagen, juste sous le réservoir en plastique. Celui-là même qui, selon de splendides écrans du tableau de bord, est rempli de carburant. Voilà. Et il fait un geste tout bête. Il toque dessus avec sa main. Et le son? Le son ne laisse aucune place au doute. Ça résonne. Un bruit creux, hyper net. La voiture est à sec. Le mot utilisé dans la source, c'est rabia. Le réservoir est irrémédiablement vide. C'est ouf. C'est la collision brutale entre la donnée et la matière. L'ordinateur central n'était pas défectueux du tout en fait. Il appliquait juste ses règles de sécurité face à un manque de pression réel. Exactement. Mais il prenait ses décisions sur la base d'un parjure. Le capteur de niveau de carburant, la jauge physique qui baigne dans le réservoir, a envoyé un signal constant et totalement erroné. Mécanisme bloqué, flotteur coincé ou court-circuit, on s'en fiche de la cause exacte au final. Ouais, le résultat, c'est que cette jauge a menti au système tout entier. C'est vertigineux quand on y pense. Le cerveau de la voiture croyait dur comme fer que sa pompe basse pression baignait dans des litres de gasoil, mais dans la réalité, cette pompe tournait à toute vitesse dans un espace vide. Elle aspirait frénétiquement de l'air. Et ça explique tout le diagnostic du scanner aussi. Essayer de créer 220 bars de pression avec de l'air, c'est physiologiquement impossible pour ce type de pompe. C'est l'analogie de la seringue qu'on utilise souvent. C'est la meilleure image, oui. Si tu remplis une seringue d'eau et que tu pousses le piston en bouchant la sortie, tu ressens une résistance immédiate. Les liquides sont incompressibles. La pression monte d'un coup. Mais si tu remplis cette même seringue d'air, tu peux écraser le piston presque jusqu'au bout. L'air se compresse très très facilement. Donc la fameuse pompe haute pression à l'avant recevait de l'air compressible au lieu d'un liquide super dense. Pas étonnant que le capteur ne voyait aucune pression. Voilà. Mais au-delà de l'histoire de la pression, il y a un truc beaucoup plus grave. Aspirer de l'air pour un système diesel, c'est absolument catastrophique. Ah bon? Ouais. Pourquoi? C'est juste de l'air, ça abîmait rien si? C'est juste de l'air, mais en diesel, le mélange que tu fais, tu risques d'exploser. C'est beaucoup plus imaginé qu'une essence. Si, énormément. Le gasoil n'a pas qu'un rôle de carburant pour l'explosion. C'est un liquide naturellement gras. Il sert de lubrifiant vital pour les minuscules pièces métalliques à l'intérieur de la pompe haute pression. Ces pièces qui s'agitent à des milliers de tours par minute. Exactement. Quand la pompe avale de l'air, elle tourne à sec. C'est du métal contre du métal, sans aucune protection. Oh l'horreur! Ça veut dire que les mécaniciens du début, ceux qui s'acharnaient sur le démarreur, aggravaient les choses. Ils risquaient littéralement de faire exploser la pompe de l'intérieur. Ça aurait créé de la limaille de fer qui aurait contaminé absolument tout le circuit d'injection. C'est l'ironie ultime. Le refus de démarrage dicté par l'ordinateur a probablement sauvé le moteur de la destruction totale. C'est exactement ça. L'ordinateur a eu le bon réflexe, mais pour de mauvaises raisons. C'est fascinant. Bon, une fois le choc de la révélation passé, on fait face à un problème tactique majeur. Parce qu'il suffit pas de verser un bidon de gasoil dans le réservoir pour que la voiture reparte comme par magie. Ah non, ce serait trop facile. Toute la tuyauterie depuis l'arrière de la voiture jusqu'aux injecteurs est remplie de cet air destructeur dont on vient de parler. Le circuit est ce qu'on appelle désamorcé. Alors comment ils parviennent à réanimer la machine sans tourner la clé et risquer de broyer la pompe haute pression à sec? C'est là qu'on observe la vraie différence entre un mécano qui change juste des pièces et un gars qui a une vraie compréhension de l'ingénierie. La procédure montrée dans la vidéo pour purger l'air est hyper minutieuse. Ils n'utilisent plus du tout le démarreur, c'est bien ça? Interdiction totale d'y toucher. Ils vont utiliser ce qu'on appelle la technique de la mise au contact. Le contact, pour ceux qui nous écoutent, c'est simplement le premier écran de la clé, celui qui allume les voyants sur le tableau de bord sans lancer le moteur. Exactement. Les concepteurs du véhicule ont prévu une routine. À chaque fois que le contact est mis, les CU réveillent brièvement la pompe électrique du réservoir pendant les 2 ou 3 secondes. Juste pour mettre le circuit basse pression sous tension avant même qu'on sollicite le moteur. C'est ça. Donc les mécaniciens vont allumer le contact, écouter la pompe tourner à l'arrière, couper le contact et recommencer. Encore et encore. C'est une boucle. Oui. Cette boucle force la pompe électrique à pousser peu à peu le carburant frais et ça force la gigantesque bulle d'air à avancer dans les tuyaux jusqu'à ce qu'elle soit complètement expulsée par les conduites de retour. C'est un travail de patience absolue. À chaque coup de clé, on rapproche l'eau du puits. Mais il y a un autre détail dans la source qui contraste violemment avec cette approche chirurgicale. Ah oui, le fameux bougnard, l'intervention physique par excellence. Ouais, le coup de poing. Pendant la purge, un technicien frappe violemment le dessous du réservoir en plastique. Ça paraît complètement brutal, on trouvera jamais ça dans un manuel officiel de concessionnaire, ça c'est sûr. C'est clair. Mais crois-le ou non, la justification mécanique derrière ce geste est très solide. Sérieusement? Qu'est-ce qu'un choc physique peut bien réparer là-dedans? Faut se rappeler de l'origine du mensonge. Le capteur de niveau ou le moteur électrique de la pompe ont probablement subi un grippage. À force de tourner à vide, l'ensemble a pu chauffer ou se coincer mécaniquement. D'accord. En physique, on appelle ça vaincre la friction statique. Une vibration mécanique soudaine et très intense, induite par un choc sec sur la paroi du réservoir, c'est souvent suffisant pour débloquer un flotteur coincé sur son rail. Ou pour remettre en contact les charbons d'un moteur électrique un peu récalcitrant. Voilà. C'est l'empirisme pur et dur qui reprend ses droits sur l'électronique de pointe. Et c'est l'équivalent mécanique de frapper le côté d'une vieille télé pour que l'image arrête de sauter, quoi. Exactement. Et ça marche. La méthode est super rustique, mais redoutable.
Et donc, après ces dizaines de mises au contact et ce choc bien placé, c'est l'heure de vérité. Le moment de tension. La clé est tournée à fond. Le démarreur s'enclenche. Mais cette fois, le son change complètement. Il y a de la résistance. Ah, la pompe haute pression est enfin gavée par un liquide dense et lubrifiant. Elle fait son travail de titan. La pression s'envole instantanément sur le scanner. 50 bars, 100 bars, et paf, la barre des 220 bars est franchie. Et à la milliseconde précise où le capteur valide cette donnée vitale, l'algorithme déverrouille les portes. Des signaux électriques hyper rapides sont envoyés aux injecteurs. Le gasoil est pulvérisé avec une violence inouïe dans l'air brûlant des cylindres. Le mélange sautons en flammes. Le moteur tousse une dernière fois pour cracher les minuscules poches d'air qui restaient, puis il trouve enfin son rythme. Un ralenti stable, grave, hyper régulier. Le diagnostic humain a vaincu la machine. C'est tellement satisfaisant quand ça arrive. C'est une super conclusion. Mais au final, que doit-on retenir de cette aventure au fond d'un garage? Pourquoi cette histoire d'une Volkswagen capricieuse est-elle si importante pour nous aujourd'hui? Parce que c'est pas juste un cours de mécanique, c'est une puissante métaphore sur notre rapport à l'information et aux données. C'est vrai. Quand on fait face à un projet qui stagne au travail, à des données financières qui s'effondrent de manière inexplicable, ou à n'importe quel système complexe qui semble en panne, malgré des indicateurs qui crient que tout va bien. Le véritable diagnostic ne consiste pas à faire aveuglement confiance au tableau de bord. C'est ça la leçon. Il y a un danger grandissant lié à l'opacité de nos interfaces numériques. On ne voit plus comment les choses fonctionnent en dessous. Voilà. Les tableaux de bord, qu'ils soient sur l'écran d'une voiture, dans le cockpit d'un avion dernier cri, ou sur le logiciel de gestion d'une entreprise, ce sont que des abstractions. Ils simplifient la réalité complexe à travers le filtre de capteurs faillibles et d'algorithmes. Et comme l'a démontré cette pauvre jauge de carburant, une interface numérique peut mentir avec un aplomb complètement terrifiant. Et ça déclenche des chaînes de réaction absurdes et super coûteuses, comme on l'a vu avec ces mécanos prêts à changer des pièces hors de prix. L'approche scientifique pure exige de toujours revenir à la base physique, de vérifier la réalité matérielle, taper sur le réservoir avant de se perdre dans les couches de complexité supérieure. C'est exactement ça. Et ça amène une réflexion encore plus troublante pour notre avenir proche, tu trouves pas? Ah, je sens qu'on va parler de l'intégration massive de l'intelligence artificielle. Évidemment. On utilise des IA pour diagnostiquer nos problèmes à notre place maintenant. Des IA analysent les données de nos voitures pour anticiper les pannes. Elles lisent nos dossiers médicaux pour recommander des traitements. Elles gèrent même les flux de nos infrastructures électriques. Sauf que l'IA, par définition, elle ne perçoit le monde qu'à travers ces fameux capteurs numériques. Elle n'a pas de main pour aller toquer sur un réservoir. C'est le cœur du paradoxe qui nous attend. Si une erreur humaine d'interprétation a causé la décharge d'une batterie, qu'en sera-t-il d'une machine qui analyse une autre machine de manière totalement autonome? C'est flippant. Si l'IA reçoit de fausses données d'un capteur menteur, elle va appliquer une logique absolument parfaite, mais basée sur un mensonge absolu. Et elle n'aura aucun instinct pour remettre en question cette donnée fondamentale. Alors que la technologie prend le volant, littéralement et figurativement, à quel moment un algorithme saura-t-il qu'il doit arrêter de lire le scanner et sortir virtuellement de l'écran? Si la machine se fait tromper par la machine, qui viendra donner ce coup de poing salutaire sur le réservoir pour écouter s'il sonne creux? C'est une excellente question, et je pense qu'il faudra bien se la poser avant de leur confier totalement les clés. Sur ce, merci de nous avoir suivis dans cette analyse, et n'oubliez jamais de vérifier vos bases.